forme-là où, donc là, c'est pour résoudre à x égale b, pardon. D'accord. Et puis, donc cette égalité d'Arnoldi, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que, évidemment, vous avez VK plus 1 qui contient VK, puisque VK, c'est en fait une matrice qui est composée des colonnes V1 à VK qui constituent la base orthogonale de votre espace de recherche. Et donc, comme propriété particulière, vous avez que VK plus 1 est une base orthogonale. Donc, on peut l'écrire de cette forme-là. D'accord? Ça, j'ai écrit que ma base, les colonnes de ma matrice VK qui sont les vecteurs de ma base sont des vecteurs orthogonaux. Et puis, par construction, j'ai une structure particulière qui apparaît dans H bar K. Elle est Upper-Hessenberg. D'accord. Est-ce que ça vous rappelle des choses, même ne serait-ce que très vaguement? Ok. Donc ça, c'est une écriture de l'égalité d'Arnoldi. Donc ça, c'est Arnoldi. Arnoldi, donc lui, ce qu'il a fait, c'est en fait, c'est lui qui a trouvé la façon de construire une base orthogonale de ce qui s'appelle un espace de Krylov. Et en fait, l'espace de Krylov, c'est l'espace engendré par les VK. D'accord. Arnoldi, lui, son algo, il remonte à 1952. Et Arnoldi, lui, quand il s'intéressait à ce sujet-là, il ne résolvait pas x égale b, lui, il s'intéressait à un problème de valeur propre. D'accord. Et donc, c'était un ingénieur qui s'intéressait, qui faisait de la propulsion, qui avait observé que les propulseurs, ces moteurs vibraient, vous devez vibrer, possiblement rentrer en résonance. Et ça, vous avez dû voir que en fait, les phénomènes de résonance s'analysent généralement par des analyses spectrales en regardant le spectre des valeurs propres de l'opérateur qui décrit le phénomène qui vous intéresse. Et donc, il avait besoin de calculer des valeurs propres. Tant qu'on est en train de parler de boîte à outils, quand vous avez besoin de calculer des valeurs propres, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que vous avez dû voir ça aussi dans votre cours. Quels sont les outils dont vous disposez pour calculer des valeurs propres? La méthode de la puissance. Vous avez la méthode de la puissance. Alors, la méthode de la puissance, elle permet de calculer a priori qu'une seule valeur propre et qu'un seul vecteur propre. Et quelle est la partie du spectre que vous calculez? On va trouver la plus grande. Ouais. Donc, la méthode de la puissance, elle calcule que elle calcule au mieux que la valeur propre qui est la plus grande en magnitude, en valeur absolue ou en module si on est dans le cas non symétrique, et le vecteur propre associé, quoi. Et vous allez voir que la vitesse de convergence dépend en fait du gap entre la plus grande et celle qui suit. Donc ça marche plutôt bien. Enfin, on arrive à dire des choses dans le cas symétrique ou bien dans le cas où on a un spectre réel. Quand on a un spectre complexe, les choses sont un peu plus compliquées. Vous avez dû voir une variante de cette méthode-là qui permet non pas de calculer la plus grande, mais les plus grandes. Ou les sont quelques-unes parmi les plus grandes. L'itération de sous-espace. Oui, c'est ça. Donc, vous avez dû voir la méthode de sous-espace, qui est une généralisation de la méthode de la puissance, juste une situation où on ne cherche pas à calculer une direction, mais un sous-espace. Et puis ensuite, vous avez d'autres approches, et en particulier, vous avez l'approche basée sur les espaces de Krylov, qui sont basés sur la méthode d'Arnoldi. Donc, vous avez dû voir Arnoldi pour résoudre des problèmes de valeur propre. Ouais. Ou en fait, vous écrivez. Alors, attendez. Donc, Arnoldi, pour résoudre les valeurs propres, ce qu'il a dit, c'est que plutôt que d'écrire cette équation-là, on va l'écrire sous une forme. D'accord. Ici, ça c'est une matrice qui est, si je suis réel, K plus 1, K, et celle-ci, elle est carrée. Et puis, vous avez dû l'avoir, petit hk plus 1, K, donc c'est le petit 1 qui me manque. Alors, là, ça ne sort pas très bien si c'est sorti correctement. Ça vous parle, cette écriture-là?
J'ai juste réécrit l'équation qui était en haut, et ça vient juste du fait que j'ai juste réécrit ça. Hein. J'ai écrit que VK plus 1, c'est VK. Ah, pardon. Là, c'est... Oh là. Excusez-moi. C'est la Spangem, 5K. Pourquoi je n'aurais pas effacé? Et que donc mon H bar, c'est rien d'autre que la partie carrée. Et puis ici, une ligne qui est constituée que de 0, sauf en dernière position, parce que c'est une matrice qui est Euler-Rosenberg. Et ça, c'est ce que j'écris HK plus 1. K. Alors, excusez-moi, je me mélange. On l'écrit soit en M, soit en K. Et donc, je l'écris en M. Alors, je dois l'écrire en K. Bon, je vois que ça ne se passe pas. Tac, 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 ça c'est faux, ça c'est un K. Et ça c'est un K. Et K. D'accord, donc ça c'est j'ai réécrit cette équation-là. Et du coup, là, je fais le produit ici. Ça, je peux voir ça comme une matrice de blocs, colonne ici, de blocs lignes. Et si je fais le produit matriciel par bloc, ben, je retombe sur l'égalité qui était écrite juste avant. D'accord? Alors, l'égalité d'Arnoldi et Arnoldi, lorsque vous faites des valeurs propres, en fait, vous voyez que si vous multipliez 2 par BK transpose, d'accord, ce que ça me donne, c'est BK transpose AVK égale VK transpose VK HK plus, bon, le terme, le scalaire, OK. D'accord. Et ce terme-là, en fait, ça, c'est le 0 de RK plus 1, puisque j'ai une base orthogonale. Et donc, VK plus 1 est orthogonal à tous les vecteurs VK. Et donc là, ce que j'ai, c'est que, et ça, c'est, parce que j'ai l'orthogonalité de ma base, ça, c'est l'identité. Et du coup, ce que j'ai, c'est que VK transpose AVK, c'est HK. Et du coup, l'idée d'Arnoldi, ça a été de dire, ben maintenant, si je fais une recherche de mon vecteur propre en disant que mon vecteur propre doit appartenir à l'espace VK et que je veux caractériser dans l'espace VK un vecteur propre tel que le résidu associé à ce vecteur propre est orthogonal à l'espace lui-même, et bien tout ça, je peux le réécrire et ça va faire intervenir que les vecteurs propres et valeurs propres de cette petite matrice qui est ici, qui est la matrice Hessenberg. Voilà. Donc ça, c'est le lien entre Gemrez et Arnoldi. Alors, bon, peut-être que je vais prendre 5 minutes pour vous écrire Gemrez, mais il y a 35 ans là, entre les deux. Et les 35 ans, ils s'écrivent sur une demi-page. Donc ça, c'est juste pour vous aussi vous donner des idées sur le temps physique sous-jacent à toutes les choses dont on parle là. Et c'est bien pire lorsqu'on parle de physique. Hein. Souvent, on vous présente en 1 heure ou 2 un truc sur lequel la communauté scientifique a mis plusieurs dizaines d'années pour converger, pour réaliser les choses. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, vous voyez que là, ici, généralement, j'aimerais, c'est pour les matrices non symétriques. Si ma matrice A est symétrique, et je vous rappelle, donc je vais le réécrire, cette matrice immense. HK, elle est Euler-Rosenberg, c'est-à-dire qu'elle est K plus 1 K, d'accord, avec ici des termes non nuls. Et puis, on a juste là, sous diagonale, qui est non nul. Ici, on a des zéros. C'est ça, enfin, Euler-Rosenberg, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est une matrice qui est triangulaire sup, avec la sous-diagonale non zéro. Ok, donc là, elle est rectangulaire, ce qui fait que ben, la notion de diagonale est un peu biaisée, mais c'est, vous savez, donc, si vous prenez la partie carrée, la partie triangulaire sup est non nulle. Je vais essayer de la mettre en une autre couleur.
cette partie-là qui est tout sauf la dernière ligne, c'est une matrice carrée. C'est une matrice qui est triangulaire sup avec la sous-diagonale non nulle. OK. Là, on a parlé du gradient conjugué. Les gradients conjugués, qu'est-ce que vous pouvez dire de la structure de HK dans le cas où A est symétrique? Diagonale, non? Ouais. Elle est tridiagonale parce que si A est symétrique, ça c'est égal à A transpose. Et du coup, si vous transposez le tout, ben vous allez retrouver V transpose avec A pour la partie ici droite, pour la partie gauche, et pour la partie droite, vous allez trouver HK transpose. Donc ça veut dire que la matrice de projection ici, elle est elle-même symétrique. Et donc si elle est symétrique et Euler-Rosenberg, elle est forcément tridiagonale. Alors attendez, là, excusez-moi. Oui. Le HK en rouge, c'est HK bar ou HK? Non, ouais, vous avez raison. J'étais en train de réaliser ça. En fait, elle est KK. Donc en fait, elle est carrée. Et donc il n'y a pas ce terme-là. Ouais. Elle est comme ça. Et donc, elle est carrée. Ouais. Voilà, elle est comme ça. Effectivement, donc celle-là, si elle doit être une matrice qui est Euler-Rosenberg et symétrique, elle est forcément tridiagonale. Et si elle est tridiagonale, en fait, et c'est là que vient un peu entre guillemets la beauté du gradient conjugué, c'est que dans le gradient conjugué, en fait, on peut réécrire, parce qu'on va exploiter le fait que cette matrice-là est tridiagonale, et donc qu'on peut construire une base orthogonale d'un espace en ne conservant que trois directions. Et cette propriété-là vient de la propriété de symétrie. Et donc, aussi d'un point de vue historique, le gradient conjugué, vous savez quelle année c'est? Stiefel. Il y a 151. Peut-être qu'on le voit pas, peut-être ce que je suis en train d'écrire là. Vous voyez aussi, vous voyez. Donc ça, c'était 1951. Et en fait, en 1951, il y a une autre personne qui est tombée sur un algorithme qui est très 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 proche du gradient conjugué, qui s'appelle, parce que vous connaissez peut-être dans le cadre valeur propre. Donc Arnoldi, c'est pour le cas des matrices non symétriques, méthode de Krylov pour les matrices non symétriques. Si les matrices sont symétriques, est-ce que vous avez vu une autre méthode? Ça vous parle ça, Lanxos? En fait, Lanxos, c'est pour les matrices symétriques, quoi. Alors, je ne sais jamais s'il y a deux M ou qu'un seul. Donc, les matrices symétriques, c'est Lanxos. Et Lanxos, sa méthode pour calculer des valeurs propres, Star, je ne me souviens plus. C'est aussi dans les années 1950. Et Lanxos, le nom Lanxos, vous le connaissez? Oui. Et est-ce que vous savez qui c'est ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah non. Il a trouvé, il est aussi à l'origine d'un truc qui est plutôt connu et plutôt largement utilisé et qui fait absolument pas référence à son nom. C'est les FFT. Donc il a un peu contribué au domaine. Et alors juste pour l'anecdote, il a été aussi assistant de Einstein quand Einstein était en Suisse, quoi. Voilà. Donc ça c'est voilà. Donc et en fait le GMRES et le gradient conjugué sont liés par parce que tous les deux construisent une base orthogonale d'un espace de Krylov. Et la différence entre GMRES et Lanxos, c'est que GMRES, on va caractériser l'approximation dans l'espace
VK en écrivant une condition d'optimalité par rapport à la norme du résidu, alors que GMRES et puis la méthode de Lanczos pour les systèmes linéaires, on va écrire une condition qui s'appelle de Galerkin par rapport au résidu, qui consiste à dire que le résidu est orthogonal à l'espace. Et donc, lorsque vous écrivez votre condition d'orthogonalité, vous tombez non pas sur un problème de moindre carré comme sur GMRES, mais juste un système linéaire. Et le système linéaire, dans le cas symétrique, on peut l'écrire, on peut faire une factorisation. Ah oui, tiens, ça c'est aussi. Est-ce que vous avez vu, quelle présentation vous a fait du gradient conjugué, l'approche présentant sous l'angle optimisation de forme quadratique? Ou bien vous l'avez vu vraiment dans un contexte Krylov? Ou ce que je dis vous parle pas du tout? Non, on l'a fait par Krylov. Et donc c'est basé, on écrit plutôt cette forme-là. Cette fois-ci, j'ai la prédiagonale. Hein. Et puis là, j'ai mon terme dk plus 1k. dk transpose. Là, c'est une matrice de rang, hein, ce truc-là. Hein, ça fait une matrice de rang, c'est pas un produit scalaire. Donc, si vous l'avez vu sous l'angle Krylov, vous avez dû voir que en fait, ce que fait les gradients conjugués. Alors, le gradient conjugué, qu'est-ce qu'il a comme propriété, hein? Vous écrivez que le résidu, vous cherchez xk sous la forme vkyk, hein, en disant que vous cherchez l'approximation dans l'espace, et vous écrivez que votre résidu b-axk est orthogonal à vk. D'accord? Ça, c'est ce que vous faites dans le gradient conjugué. Puis en plus, si vous remanipulez tout ça, vous montrez que ça revient à calculer. Ça veut dire que YK est solution d'un système linéaire qui est de la forme TK. YK égale bêta 1 ou bêta, c'est la norme de B si je pars de x0 égale 0. D'accord? Donc ça, vous avez dû le voir. Et ce que vous avez vu également, c'est que la propriété de XK, vous avez vu deux choses. Vous avez dû voir que XK ça vous dit des choses, ça? En fait, le gradient conjugué, dans l'espace de Krylov que vous construisez, il va vous caractériser l'approximation qui minimise la norme A de l'erreur. Ça vous rappelle des choses, ça? En fait, une conséquence de la condition d'orthogonalité, c'est que non seulement il y a de résidu orthogonal à l'espace, mais en plus, la norme A, donc la distance en norme A à la solution est optimale. D'accord? Et c'est ce qui ça a du sens si cette matrice-là, elle est symétrique positive définie, quoi. Si elle puisse définir une norme. D'accord? Ça vous rappelle des choses, ça? Ça devrait, si vous avez fait les gradients conjugués. Et en fait, ce que fait les gradients conjugués, c'est que, parce que dans le gradient conjugué, la matrice, enfin la base VK, vous ne la stockez pas. Si vous regardez votre algo de gradient conjugué, en fait, vous avez quelques vecteurs à stocker, vous ne stockez pas l'intégralité de la base. Et vous ne stockez pas l'intégralité de la base parce qu'en fait, on réécrit les choses de sorte que on fait une factorisation élue de cette matrice TK à la volée, on exploite sa structure diagonale, et du coup, on peut écrire une récurrence courte sur les directions de descente et les résidus. D'accord? Et en fait, dans le contexte méthode de Krylov, là, le seul endroit, donc TK est symétrique, donc on a besoin de la propriété de symétrie de A pour montrer que TK est symétrique.
C'est ce qu'on a vu précédemment en faisant le parallèle avec GMRES. Et là, donc on a besoin de cette propriété-là. Et cette propriété-là, de définie positivité, en fait, elle intervient juste pour dire, enfin pour s'assurer que la factorisation LU que vous faites, vous pouvez faire une factorisation LU stable sans pivotage. Et c'est parce que vous n'allez pas faire de pivotage que vous pouvez exploiter la structure et écrire vos récurrences. Si votre matrice était juste symétrique, ben vous pourriez prendre le risque d'utiliser du gradient conjugué, et le gradient conjugué fonctionnera tant que la factorisation de la tridiagonale construite par Lanczos est factorisable sans pivotage de façon stable. Et ça, c'est pour moi un intérêt de voir le gradient conjugué sous l'angle méthode de Krylov, parce que ça vous donne cette information-là. On le présente parfois sous l'angle optimisation, et si on a sous l'angle optimisation, en fait, on va minimiser une forme quadratique, et du coup, on perd cette propriété supplémentaire du gradient conjugué qu'on voit que dans l'espace, que dans le contexte Krylov. Bon, je vais m'arrêter là sur les digressions sur app. J'aimerais, je peux vous le faire aussi à une demi-page, hein, enfin, juste pour vous dire, on est proche. Hop. Pour vous dire qu'une fois qu'on connaît l'histoire, c'est toujours très simple de. Donc j'aimerais est basé sur Arnoldi, hein, qui est AVK égale VK plus 1. Donc là j'ai mis le bar, c'est la matrice rectangulaire. Ce que fait GMRES, c'est qu'on va chercher XK dans VK. Donc on va le chercher sous cette forme-là. Donc là, j'ai juste écrit que ma solution dans mon espace s'écrit dans sa base. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais m'intéresser à la norme de ça. Parce que je veux caractériser XK de sorte que ceci soit de norme minimale dans mon espace. Donc ça, pour le faire, ce que je fais, c'est j'utilise Arnoldi. Avec YK. Ça, c'est B moins VK plus 1. Je marque A, je vais juste utiliser Arnoldi. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est eh bien dans Arnoldi, mon premier vecteur de base, petit V1, qu'est-ce que je sais de lui? Je sais que V1, il est essentiellement donné par la direction de B, et parce que j'ai une base orthogonale, je l'ai normalisé. Donc V1, je l'écris, assez canoniquement, on écrit B sur sa norme qu'on note bêta. Donc ça veut dire que je travaille sur bêta VK plus 1 E1. Donc là, j'ai réécrit B. OK. Et puis, je génère la même chose. Et puis, du coup, maintenant, je peux factoriser VK plus 1. OK. Donc là, je travaille toujours sur des vecteurs. Ça, c'est un vecteur de Rn. Hein. Donc là, je suis toujours dans Rn. Mais je travaille en norme 2 avec ici une matrice dont les colonnes sont orthonormales. Et donc, je peux sortir cette matrice de ma norme. Et ici, je travaille dans RK plus 1. Et donc là, je suis passé d'un problème qui est défini dans Rn à un problème qui est défini plus que RK plus 1. Et du coup, je peux caractériser, maintenant je peux calculer mon YK ici en résolvant un problème de moindre carré. D'accord? Et la finesse, le détail algorithmique calculatoire de GMRES, c'est ensuite exploiter le fait que cette matrice qui est ici, qui est Upper-Rosenberg, quand je veux résoudre un problème de moindre carré, qu'est-ce que je vais utiliser comme méthode? Ça, on en a parlé lors de la première séance. Tout est lié, hein, dans ce qu'on vous raconte a priori. Donc les moindres carrés, les outils.
pourrais passer par les équations normales pour résoudre un problème moindre carré. Qui était le... Et du coup, je tombe sur la factorisation d'une matrice qui est symétrique définie positive. Et là, je peux utiliser la méthode de Cholesky, qui est la personne qui a trouvé comment faire la factorisation d'une matrice symétrique définie positive. Et comme autre algo, pour résoudre le moindre carré, qu'est-ce que j'ai? La facto QR. Et pourquoi est-ce que la facto QR est pertinente dans le cas de GEMRES? C'est que la matrice dont vous devez calculer la factorisation QR, elle est quand même déjà très proche d'avoir la structure R, puisqu'elle est triangulaire sup, juste avec une sous-diagonale. D'accord? Et donc la transformation nécessaire pour passer de cette structure Upper-Hessenberg à une structure juste triangulaire sup, vous pouvez le faire avec une transformation QR en utilisant des transformations élémentaires qui sont des rotations de Givens pour passer de cette structure, pour annuler juste les termes qui sont sous la diagonale. Et donc ça, c'est le petit raffinement qu'il y a derrière GEMRES. C'est bon, ça vous recolle un petit peu les morceaux de ce que vous avez vu par ailleurs? Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que... alors, je suis parti loin de mes bases, de ce que je vous racontais, mais j'étais toujours sur le premier point, là, qui est que pour construire ces bases orthogonales, que ce soit dans le gradient conjugué ou dans GEMRES, on a besoin de calculer des produits scalaires, et que ces produits scalaires, lorsqu'on est sur une machine parallèle, ça veut dire qu'on va avoir une étape de synchronisation forte pour assembler ces produits scalaires qui vont être calculés partiellement par les différentes entités de calcul qui sont impliquées dans votre calcul. Donc il va falloir, sur ces machines-là, essayer d'avoir d'écrire des choses de façon moins synchronisante. Et moins synchronisante, si vous reprenez l'algo de GEMRES, on a besoin de calculer les produits scalaires pour construire la matrice Hessenberg qui va intervenir dans la caractérisation de la solution dans l'espace qu'on a construit. Et dans le gradient conjugué, en fait, si vous reprenez l'algo de base du gradient conjugué, vous avez les produits scalaires qui interviennent, ils vous donnent les pas de descente. Et ces pas de descente, lorsque vous regardez l'algorithme, eh bien, vous avez besoin en fait du résultat du produit scalaire sur l'instruction qui suit son calcul. Donc là aussi, c'est extrêmement synchronisant dans l'algo, parce que vous ne pouvez pas faire autre chose, vous êtes obligé d'attendre ce résultat de calcul pour continuer votre algorithme. Donc ça veut dire qu'il va falloir penser à des algos qui réduisent les volumes de com, ou bien qui permettent en fait de masquer les synchronisations, c'est-à-dire pouvoir réécrire les algorithmes de sorte que les produits scalaires dans l'algorithme, ils ne sont pas consommés juste après avoir été calculés, et donc permettre d'avoir des réductions, donc des assemblages de résultats partiels de votre calcul qui se fassent quelque part en tâche de fond en utilisant juste le réseau de votre machine, pendant que l'algorithme peut continuer en faisant du calcul en utilisant la composante calculatoire de la machine. D'accord? Donc là, oui. Est-ce que là, dès qu'on code en Python et qu'on utilise par exemple la librairie NumPy pour faire du produit scalaire ou du produit matriciel, est-ce que la mise en parallèle, elle se fait toute seule du coup là? Alors là, elle se fait de façon automatique, mais elle se fait de façon automatique si vous avez utilisé. Donc le produit scalaire est disponible dans ce qui s'appelle une librairie qui s'appelle le BLAS, pour Basic Linear Algebra Subroutine, dont on parlera aussi un petit peu plus tard. Et donc c'est le BLAS, ça dépend si vous avez installé une version de la librairie qui est multithreadée. Ce qui est généralement le cas si vous avez une machine multicœur, et auquel cas effectivement Python va utiliser NumPy et NumPy va utiliser le BLAS multithreadé. Donc vous allez avoir du calcul parallèle gratuitement, de façon transparente, par l'utilisation de cette librairie-là. Alors, dans le cas distribué avec échange de messages, c'est aussi partiellement le cas. Vous allez avoir des fonctions de haut niveau qui vous masquent un certain nombre de choses. Mais pour autant, il faut savoir que c'est synchronisant. C'est le danger aujourd'hui. Alors là, je vais aussi partir sur une autre digression, mais aujourd'hui, les gens qui font de l'IA utilisent beaucoup un truc qui s'appelle TensorFlow, qui est une librairie développée par Google. Le danger qu'il y a sous-jacent, c'est qu'on devient de plus en plus consommateur d'outils numériques dont on ne connaît pas les détails. Et du coup, alors c'est encore plus dangereux en IA qu'en simulation classique,
parce qu'en IA, votre réseau de neurones, il vous répondra toujours quelque chose. La difficulté, c'est après donner du sens à la réponse du réseau de neurones. En simulation numérique, vous pouvez avoir, si vous calculez un champ de température et que vous êtes en Kelvin, et si vous trouvez des températures négatives, vous pouvez douter qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. D'accord ? Donc en simulation classique, on peut toujours se raccrocher à la physique pour dire ça c'est aberrant et du coup il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé, il faut que je remette en cause. Ce qui peut se passer de bizarre, c'est que vous avez une librairie qui est stable, blablabla. Voilà. Donc, et donc, pour revenir à votre question, effectivement, ça le fait pour vous, mais pour autant, en tant qu'ingénieur, il faut être conscient que derrière, ça veut dire synchronisation et que ça a une conséquence possible sur la performance, uniquement, pas sur la qualité du calcul final. Voilà, donc il va falloir essayer de reformuler les algos, de penser à de nouveaux algos sur lesquels on arrive à réduire les volumes de com ou masquer les communications. Donc quand je dis masquer les communications, c'est essentiellement ne pas devoir consommer immédiatement le résultat d'un calcul qui va générer des communications et que donc soit OpenNP, soit vous, dans votre code MPI, allez pouvoir utiliser la CPU pour faire des calculs pendant que l'assemblage et la communication se fait. Il y a une autre voie qui est intéressante et qui est d'utiliser des arithmétiques mixtes. Donc, historiquement, les premiers calculateurs qui servaient à faire de la simulation numérique étaient des calculateurs sur lesquels il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui la mémoire virtuelle. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la mémoire virtuelle. Si vous avez fait un peu de système opératoire et d'Unix, alors, est-ce que ce terme-là vous parle ou pas du tout? En gros, oui. ça dit, donc ça veut dire que d'un point de vue logique, vous avez un espace d'adressage qui est beaucoup plus important que la capacité physique de mémoire de votre ordinateur. D'accord? Et pour gérer ça, ce que fait le système opératoire, c'est qu'il prend votre plage de variation de votre adresse, il la coupe en blocs d'adresses contiguës, qu'on va appeler des pages. Donc ça, ce sont des pages mémoire. Et puis, ce que va faire l'operating system, c'est lorsque vous accédez à une donnée qui se trouve dans une page, il va aller charger la page en question en mémoire physique de l'ordinateur, de sorte que vous puissiez travailler dessus. La mémoire physique de votre ordinateur étant limitée par rapport à la mémoire logique, ce qui se passe, c'est que lorsque votre espace physique est plein et que vous avez besoin d'accéder à une nouvelle donnée qui n'est pas présente dans la mémoire, ce que va faire le système, c'est qu'il va prendre une page qui est stockée à ce moment-là, qui est disponible à cet instant dans la mémoire physique de votre ordinateur. Il va aller l'écrire sur disque, ce qui s'appelle le swap. Donc il va faire un transfert mémoire vive vers disque pour pouvoir libérer de l'espace dans la mémoire vive pour venir charger la page qui contient la donnée qui vous intéresse. Alors ça, c'est des choses que vous avez déjà dû percevoir lorsque vous avez fait des calculs, soit sur vos laptops, soit sur les machines de BE ou de TP, c'est que lorsque vous vous intéressez à un problème et que vous le faites grossir en taille en termes de données manipulées, vous avez dû vous apercevoir qu'à partir d'une certaine taille, les choses devenaient beaucoup plus lentes. Alors ça, c'est que lorsque vous êtes en salle de TP, si vous êtes sur votre ordinateur perso, ce que vous allez voir, c'est que non seulement ça devient plus lent, et puis soudainement, vous avez le ventilateur de votre portable qui se met à tourner, à ventiler parce que vous êtes en train de swapper, c'est-à-dire que le système opératoire commence à réécrire des données de la mémoire sur les disques et vice-versa. Ça fait chauffer la machine et elle se met à ventiler pour refroidir. Donc ça, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, on a des mémoires virtuelles et que donc on peut travailler sur des données qui ne tiennent pas physiquement en mémoire. Lorsque les premières machines sont apparues, donc maintenant, ça fait partie du standard. Tous les OS, operating system, ont cette notion d'espace virtuel, enfin d'adressage virtuel et de mémoire virtuelle, et en particulier Linux. Lorsque les premiers calculateurs pour faire du calcul sont apparus, en fait, il n'y avait pas ces mécanismes informatiques-là, et donc il fallait que l'intégralité des données tienne en mémoire vive de l'ordinateur. Et parce qu'il y a toujours intéressé les scientifiques, c'est de faire des calculs qui soient les plus gros possibles pour essayer de capturer le plus de l'essence du problème qui les intéresse. Les premiers calculs ont une façon de faire tenir les choses en mémoire, c'était de passer par des représentations dégradées, entre guillemets, des réels ou des complexes, et donc de travailler en 32 bits. Et donc, énormément de codes ont été développés en 32 bits.
Les premières simulations ont été faites. On verra plus tard aussi dans le cours que ça a des limitations en termes de problèmes qu'on peut être amené à résoudre et au conditionnement en particulier des systèmes qu'on peut être amené à résoudre. Mais toujours est-il que ça a permis de traiter des problèmes relativement gros. Et puis un jour, la mémoire virtuelle est arrivée. On avait à notre disposition tout un tas de lignes de code qui avaient été développées pendant des dizaines d'années. Et donc, ce qui s'est passé, c'est de prendre ces lignes de code qui étaient en C ou en Fortran, et puis de demander au compilateur de faire lui-même les traductions des changements de format. Donc, il s'agissait juste de reprendre un code source où tout était en simple et de dire au compilateur, tout ce que tu vois qui est du simple, maintenant, je veux que tu le vois comme du double. Et donc, regénère-moi un code qui va travailler maintenant sur des représentations 64 bits de mes données. Et ça, c'est la raison pour laquelle les gens ne se sont jamais vraiment posé la question de travailler en arithmétique mixte, qui consiste à dire et à se poser la question, quelle est la partie de mon code pour laquelle j'ai besoin d'avoir une grande précision dans les calculs, et donc sur lequel je vais faire des opérations et je vais représenter mes données en 64 bits. Et puis, quelles sont les parties de mon code où je n'ai pas besoin de ce niveau de précision et auquel cas je pourrais travailler en arithmétique 32 bits. Et donc d'avoir des méthodes numériques qui combinent des arithmétiques 64 et 32. Alors aujourd'hui, avec l'apparition des processeurs qui sont plutôt designés pour faire de l'IA, il se trouve qu'en IA, comme ce que je dis en préambule, il se trouve qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une grande précision dans les calculs, et donc on a de plus en plus de processeurs qui arrivent avec la capacité de faire un calcul juste en 16 bits. D'accord ? Donc aujourd'hui, on a sur les machines qui sortent 3 arithmétiques câblées, une arithmétique 16 bits, une arithmétique à 32 bits, une arithmétique 64 bits. Et vu qu'on a vu qu'accéder à la mémoire, ça coûtait cher en énergie, on va se poser de plus en plus la question de qu'est-ce que je peux faire en 16 bits, qu'est-ce que je peux faire en 32 bits, qu'est-ce que je peux faire en 64 bits. Et c'est des questions qui sont, d'un point de vue maths appli, pas simples, parce qu'il faut qu'on ait les outils d'analyse, parce qu'évidemment, on peut faire ça de façon arbitraire et heuristique, mais quand on fait des choses heuristiques, si ça plante, on ne sait pas pourquoi ça a planté, on aimerait surtout faire des choses qui soient robustes et donc qui ne plantent pas. Et donc ça nécessite d'avoir des analyses fines du comportement en arithmétique fini des outils de simulation qu'on va utiliser. Et ça a à voir avec des choses dont vous avez peut-être dû voir, qui est rounding error analysis, qui est d'essayer d'avoir des bornes sur les quantités qu'on calcule, sachant que toutes les opérations qu'on fait sur notre calculateur sont des opérations qui sont fausses, mais qui sont fausses à un epsilon donné. Bon, ça c'est pareil, je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus dans le cours. Là, ce que je veux dire, c'est que l'ordinateur et donc ces machines HPC qu'on va avoir besoin d'utiliser, pour les utiliser de façon intelligente et efficace, ça veut dire qu'on est capable de maîtriser la partie maths qui est associée. Et que donc tout ça, c'est un seul et même monde. Ce que je vous raconte là, c'est pas juste un problème d'informatique, c'est un problème vraiment qui se pose aux gens qui font de la simulation, donc qui ont besoin de connaître l'architecture des machines et qui ont besoin de connaître aussi finement le numérique et donc les maths appliquées qui se cachent derrière les méthodes numériques qu'ils considèrent. Donc ça correspond à peu près à votre formation, quoi, tout ça c'est pour ça qu'on vous le raconte. Donc voilà, donc là la question va être comment est-ce qu'on peut développer des algos robustes qui sont capables d'utiliser des arithmétiques de calcul différentes en fonction des endroits où ils se trouvent. Bon, une partie dont je ne parlerai pas, qui est l'autotuning, sur lequel qui va faire un petit peu l'objet d'un DTP, là, c'est comment adapter au mieux les algorithmes en fonction de l'architecture des machines. Donc là, il y a des règles de base qui sont connues. Ensuite, les performances peuvent être liées à certains paramètres. Hein. Donc, le plus simple, c'est celui qu'on va voir en TP, c'est on va faire des opérations de type produit de matrice-matrice. Donc, ce qui est un noyau de base très utilisé lorsqu'on fait de l'algèbre binaire dense calculatoire. Et donc, les performances de ces produits matrice-matrice peuvent dépendre de la façon dont on découpe la matrice. Donc là, vous allez voir en TP que la matrice, on va plutôt que de faire le produit par l'intégralité de la matrice, on va la décomposer en petits blocs qu'on va appeler des tuiles. Et puis, on va décomposer son produit matrice-matrice sur les grosses matrices comme des combinaisons de petits produits matrice-vecteurs sur les tuiles qu'on a utilisées pour paver ces grandes matrices.
Et donc la performance va dépendre de la taille des tuiles, par exemple. Et la taille des tuiles, d'une machine à une autre, va être différente parce que les caractéristiques de la machine sont différentes. Et plutôt que de faire ce tuning, cette optimisation à la main, il y a de plus en plus d'outils automatiques qui apparaissent, qui permettent de faire ces réglages de paramètres de façon automatique, qui permettent de gagner énormément de temps lorsque vous allez déployer votre code sur une nouvelle machine. Ensuite, les nouvelles contraintes qui vont nous être imposées, c'est d'être capable de développer des méthodes, des algorithmes, mais des méthodes numériques aussi qui sont résilientes. Donc, ils sont capables de faire un calcul qui est correct en présence de perturbations. Alors, les perturbations, elles peuvent être de nature différente. Ce sont des erreurs qui vont apparaître lors du calcul. Il y a des erreurs qui vont être captées et détectées par l'operating system, par exemple, ou bien par le hardware. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi là entendu parler de mécanismes ECC, d'autocorrection des données. Ça vous parle, ça? Où en fait, on va encoder sur 1 ou 2 bits de parité l'information qui est transportée. Et lorsqu'on a transporté la donnée, on vérifie que les bits de parité sont encore bons. Essentiellement, un truc très simple, c'est vous prenez votre réel 64 bits et vous faites un OU logique ou un et logique sur l'intégralité des 0 et des 1 qui composent ce réel 64 bits. Donc là, vous allez tomber, si vous faites un et logique, vous allez tomber sur un 0 ou sur un 1. Et puis, supposez que vous transformez un 0 en 1 et que vous refaites cette opération de OU logique, vous allez passer de cet encodage que vous avez fait avec un OU, il va changer de valeur puisque vous avez modifié un des bits, donc il va passer d'un 0 à un 1. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de contrôle de quantité binaire. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui permet de vérifier si le réel 64 bits qu'on a transporté, il a été perturbé ou pas par le transport. Et quand je parle de transport, c'est aller chercher la donnée en mémoire pour l'amener sur le processeur, ou bien c'est je vais l'écrire dans la mémoire du voisin et du coup, elle va passer par le réseau d'interconnexion. Donc ça, c'est des mécanismes donc ECC qui sont implantés au niveau du processeur, qui sont un premier niveau hardware qui permet de détecter s'il y a des choses qui se passent en termes de ce qu'on appelle d'un bit flip. C'est une valeur qui était 0 sur une donnée qui s'est transformée en 1 dans sa représentation binaire. Donc voilà, il va falloir non seulement avoir des algos qui sont numériquement, qui font ce qu'on veut, mais aussi qui sont éventuellement capables d'exploiter cette information supplémentaire qui va arriver du fait qu'on a eu un bit flip en mémoire. Alors là aussi, je vais faire une petite digression. Ces bit flips, c'est pas s'ils correspondent à une réalité. En fait, la mémoire de nos ordinateurs, elle est assujettis à une contrainte extérieure qui sont les explosions solaires qui créent des vents solaires et des pluies de particules au niveau de la Terre. Alors c'est des particules qui sont de toute petite taille, qui ont peu d'effet sur le vivant, mais qui quand elles viennent heurter un élément électronique peuvent conduire à ces bit flips qui font des transports de 0 qui font que la donnée passe d'un état 0 à un état 1. Ça, ce sont des choses qui sont connues, qui ont été observées. En particulier, il y a des machines qui, notamment au niveau de la DOI, qui sont installées dans un coin du monde qui s'appelle, dans une ville qui s'appelle Los Alamos. Donc, je ne sais pas si le nom, j'imagine que vous connaissez Los Alamos. Vous connaissez? Non. De nom? C'est en fait c'est un labo américain dans lequel ont été la bombe H américaine a été développée. Et donc vu que ça s'est fait pendant la Seconde Guerre mondiale, ces développements-là, en fait, c'est un labo qui est installé au milieu du Nouveau-Mexique, sur un plateau du Nouveau-Mexique, et qui est aux alentours de 1800-1900 mètres. Et donc, étant en altitude
sur un nouveau plateau américain, en fait, il est plus proche du Soleil, en tout cas moins protégé par l'atmosphère. Ces pluies de particules sont partiellement absorbées par l'atmosphère, mais quand on a moins d'atmosphère au-dessus de nous, ben, on est plus sujetti à ces pluies-là. Et donc, ce qui a été observé, c'est que les machines qui étaient installées à Los Alamos étaient beaucoup plus assujetties à ces bit flips que les machines qui sont installées au niveau de la mer dans d'autres labos américains qui ont ces implémentations-là. Donc, ces choses-là, ces bit flips, ça devient une réalité. Ça devient d'autant plus une réalité que pour arriver à graver ce qu'on a vu là précédemment, le processeur à FX64, je ne sais plus comment il s'appelle, on est obligé d'avoir des niveaux de gravure qui sont de plus en plus fins, et forcément, en proportion, l'impact d'une particule alpha est plus importante lorsqu'on a des niveaux de gravure petits. Donc ça, c'est dans le sens du temps que aussi de pouvoir éventuellement incorporer ce genre de problématiques dans le design des algos qui vont tourner sur ces machines. Et enfin, un dernier point, alors ça c'est plus un point qui est un point culturel, c'est que quelque chose qu'on aime bien, c'est ce qu'on appelle la reproductibilité. D'accord, vous faites un run, vous êtes en train de débugger votre application, ou bien vous avez fait une simulation et 6 mois après, vous voulez la reprendre parce qu'il y a un truc qui vous chagrine et que vous voulez vérifier quelque chose. Ce qu'on souhaite, c'est être capable de exécuter la même simulation en 2 temps différents, 2 temps physiques différents, et de façon assez logique, on veut avoir le même résultat. D'accord ? Enfin, ça, j'espère que c'est un truc qui ne vous choque pas, parce que j'imagine que c'est ce que vous voulez. D'accord, je fais 2 fois le même run, je vais avoir 2 fois le même résultat. Ça, il se trouve que lorsqu'on va faire du calcul parallèle, même avec OpenNP, même avec NumPy, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus garantir. Et on ne peut plus le garantir pour une raison qui est relativement simple et qu'on a déjà évoquée. Hein. Si on reprend notre histoire de produit scalaire qu'on calcule en parallèle, la phase de réduction qui va se faire va faire intervenir des sommes partielles et autant de sommes partielles essentiellement que l'on a de processeurs de calcul. La somme, vous avez dû voir lors d'un cours différent, c'est que les opérations arithmétiques de base sur un ordinateur, aujourd'hui, elles ne sont pas associatives. C'est-à-dire que A plus B plus C, donc A plus B, entre parenthèses, plus C, est différent de A plus, entre parenthèses, B plus C. Donc, toutes les opérations arithmétiques qu'on aime bien pour définir nos corps commutatifs, abéliens, blabla, pour développer les maths qu'on fait en maths exactes, ça n'existe plus sur l'ordinateur. Et tout ça n'est vrai qu'à un epsilon près. Et donc, si je fais même run Python en utilisant un NumPy parallèle, mais que j'ai changé de machine, je suis passé d'une machine 2 cœurs à une machine 4 cœurs, mon résultat ne sera pas identique au bit près. Et ça, on n'y peut rien, il faut vivre avec, ça vient juste du fait qu'on fait un calcul algorithmique fini. Par contre, ce dont il faut être équipé, c'est d'outils numériques qui permettent de qualifier la qualité de la solution. Et donc, espérer la reproductibilité parfaite, c'est hors de portée. Par contre, il faut que les générations d'utilisateurs de ces ordinateurs, de ces moyens de calcul en soient conscients et donc s'équipent d'outils numériques pour valider les résultats des calculs. Voilà. Donc, juste avant de rentrer dans le détail de ce qu'on va faire dans la partie qui suit de comment est-ce qu'on fait sur un processeur pour calculer vite, juste 2 mots sur un truc dont vous avez peut-être entendu parler dans Sciences et Vie ou autre, qui est le grid computing. Donc, ce qui partait d'un constat relativement simple. Donc, ce que vous voyez ici, ça encore une idée qui vient effectivement des États-Unis. Ce qui est représenté, c'est la carte des États-Unis, et puis chacun des points, ça représente une implantation, enfin, une machine assez puissante installée au niveau du sol américain. Et donc, ce qu'on cherchait à faire, qu'a cherché à faire une communauté, c'est de dire, cet ensemble de calculateurs puissants, je peux les voir comme une machine unique très puissante si je suis capable de les mettre en relation, et je peux les mettre en relation avec Internet. Et donc, ce qui a été fait, c'est essayer de faire l'analogie entre la consommation que l'on fait aujourd'hui de la puissance électrique. Quand vous allumez votre ordinateur, vous ne savez pas si
l'électricité que vous consommez, elle a été produite à Golfech ou bien dans un lac de montagne dans les Pyrénées, mais vous avez juste besoin d'électricité. Donc les gens, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de dire, j'ai besoin de faire un calcul, je ne veux pas savoir où ce calcul est fait, je sais que la puissance existe quelque part, et donc je vais utiliser cette puissance pour faire ce calcul-là. Et la première instantiation de ça qui a été réalisée, ça a été à travers une expérience qui s'est appelée SETI Atom. Donc vous avez peut-être entendu parler, qui faisait de l'analyse de données sur des données acquises par les télescopes basés à Porto Rico. Et ce que faisaient les scientifiques, c'était écouter le cosmos pour essayer de détecter E.T. et détecter de la vie extraterrestre. Et donc ça, ce qui était fait, c'est de recevoir, d'analyser des signaux cosmiques et de les analyser. Et l'analyse de ces signaux cosmiques sur des périodes de temps suffisamment importantes faisait que chacun de ces morceaux était indépendant, donc pouvait être traité de façon indépendante. Et ce qu'avaient fait à l'époque les chercheurs de Berkeley, c'est de développer un screensaver. Donc c'est le petit outil qui met en veille votre ordinateur ou votre écran lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps. Et ce que faisait le screensaver, c'est il éteignait l'écran de l'ordinateur et il envoyait une requête vers une machine qui était à Berkeley pour récupérer un chunk de données analysé par Internet. Il récupérait le chunk de données à réaliser, il faisait le calcul et il renvoyait le résultat. Et donc ça a été la première expérience qui a permis de montrer que c'était au moment du développement de l'Internet aux États-Unis et tous les foyers étaient équipés de PC, qu'on était capable d'agréger une puissance de calcul qui était phénoménale pour l'époque, puisqu'ils sont montés jusqu'à 400 000 machines et screensaver installés, qui a permis de faire d'analyser toutes les données qui étaient reçues, collectées par ces télescopes. Alors il se trouve que l'idée est séduisante. Elle a tenté d'être utilisée de façon commerciale et de façon plus opérationnelle. Et puis elle a été confrontée à un problème qui est lié un peu à la déviance des humains, c'est-à-dire qu'il y a des petits malins qui sont amusés à hacker les screensavers pour qu'ils récupèrent des données et renvoient n'importe quoi. Ce qui venait perturber un petit peu la simulation en question. Et ça, c'est des choses qu'on connaît aujourd'hui. Avec tout le spam que vous recevez par mail, ça relève de la même idée, la motivation, entre guillemets. Et donc, si on voulait protéger la qualité de service, ça supposait qu'on mette en place tout un tas de mécanismes supplémentaires qui rendaient peu attrayante l'idée. Donc, cette idée d'utiliser le grid computing de cette façon-là a été abandonnée. On la retrouve malgré tout sous une forme qui est la même idée, mais cette fois-ci plutôt appliquée aux données, non pas au traitement. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud. Le cloud, vous avez vos données, vous avez votre téléphone qui synchronise avec votre PC, vous ne savez pas où sont les données. Elles sont échangées par quelque chose qui est abstrait, qui a connaissance de vos données. Et donc cette idée-là, elle était plutôt étendue aux données plutôt qu'au calcul. Voilà, donc là on va rentrer dans la partie un peu plus, entre guillemets, bas niveau des choses. Et donc on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait pour arriver à faire calculer rapidement un calculateur. Et on va s'intéresser à ses principales composantes de base, donc à nouveau processeur, réseau et mémoire. Donc ça, ce sont des chiffres qui se font. Je n'ai pas refait le slide parce que c'était, comme vous savez, la technologie est en perpétuelle évolution et ça n'a pas un grand intérêt que de mettre à jour si les principes restent les mêmes. Donc là, ce qu'on va regarder, ce sont 3 dinosaures de processeurs. Donc le premier qui est un Pentium 3, qui est un processeur Intel, qui existait peut-être avant même que vous naissiez. Je ne sais plus à quelle génération il est, je ne sais pas quel est l'âge moyen, mais il est possible que ce soit un truc qui existait avant votre arrivée sur le monde. Donc il était un processeur sur lequel, si on regarde de quoi il était composé, en fait, il avait une seule unité de traitement, floating point unit, d'accord. Cette unité de traitement flottante, elle était capable de faire qu'une opération par temps de cycle. Et le processeur était cadencé à 850 MHz. D'accord. Et donc en fait, Intel, lorsqu'il vendait ce processeur-là, il vous le vendait avec ce qu'on appelle une performance théorique maximale, qui s'appelle la peak performance théorique.
qui s'obtient de façon extrêmement simple en disant quelle est la capacité calculatoire de ma machine. La capacité calculatoire de ma machine, elle dépend du nombre d'unités de traitement indépendantes, du nombre d'unités, qui sont gravées au niveau du silicium de mon processeur, donc c'est le nombre de FPU, et puis de regarder le nombre d'opérations flottantes que ce FPU peut faire par temps de cycle. Et puis si je divise par la période, ça va me donner le nombre d'opérations flottantes par seconde que fait ma machine, mon processeur. Et donc divisé par le temps de cycle, c'est juste que la période c'est l'inverse de la fréquence, donc ça suffit de diviser par la fréquence pour avoir la valeur en question. Donc ici le Pentium, en regardant le dépliant Pentium 3, vous avez un FPU par Pentium qui fait un flop par temps de cycle, 850 MHz, donc ça vous dit que le processeur en question il est censé faire 850 mégaflops par seconde. Et c'est pour ça qu'en tout début du cours, on disait qu'aujourd'hui, les processeurs que vous utilisez sur vos laptops, ils sont plus proches du gigaflop, essentiellement parce que ils sont cadencés avec une horloge qui est de l'ordre du gigahertz. D'accord ? Donc si vous connaissez la fréquence de votre ordinateur, vous connaissez le nombre de FPI, le nombre de cœurs, vous avez la puissance maximale de votre ordinateur que vous pouvez trouver sur Internet si vous regardez les caractéristiques du constructeur. Donc Pentium, c'était Intel. Des fondeurs, il n'y en a pas des millions, des gens qui sont capables de fondre et donc de graver ces processeurs-là. Il y a des constructeurs américains, Intel et puis AMD. Donc, il y a à l'époque, son processeur, il appelait Athlon. Donc, AMD, à l'époque, était un peu en avance sur Intel. Ils étaient capables de graver davantage d'unités de traitement flottantes sur les morceaux de silicium. Et donc là, ils avaient gravé deux unités de traitement flottantes qui faisaient toujours qu'une opération par temps de cycle. Et du coup, ils étaient capables d'opérer à une fréquence moindre et pour autant aller plus vite que la concurrence, puisqu'ils étaient cette fois-ci avec une puissance théorique à un mégaflop, un gigaflop 2. Okay. Et puis là, vous avez Power 3. Donc Power 3, c'est un autre graveur américain qui est IBM, qui continue à avoir sa gamme de produits. Ils ont vendu la partie service et vente des machines, mais ils continuent à faire des machines, ils ne vendent plus. C'est plus que les commercialisent. Eux, ils étaient plus forts aussi en gravure, donc ils mettaient 2 FPU par processeur, et leurs unités flottantes, ils avaient été capables de les designer de sorte qu'elles faisaient 2 opérations flottantes par temps de cycle. Et donc, ils pouvaient réduire la fréquence d'horloge, et ils allaient plus vite que la concurrence grâce à ça. Et puis quelques années plus tard, c'est pas la même génération de processeurs, mais ça c'est le SX8R, là c'est un processeur japonais, où les Japonais ils sont bons, ils ont de bons graveurs, et donc ils avaient fait 4 FPU par processeur ou par cœur, qui étaient capables de faire 4 flops par cycle, et ils opéraient à des fréquences qui sont les fréquences actuelles, et du coup ils avaient des processeurs à 35 gigaflops. Alors lorsqu'on parle ici de flop, moi je parle toujours flop 64 bits parce que c'est généralement ceux dont on a besoin pour faire de la simulation numérique. Et donc j'insiste, si vous utilisez des outils d'IA, etc., on travaille avec des arithmétiques entre guillemets dégradées parce qu'on n'a pas besoin du même niveau de précision, et du coup, généralement ce qui est fait en termes de design de processeur, c'est on fait 2 opérations flottantes 32 bits sur la même unité qui est capable de faire une opération flottante 64 bits. Donc lorsque vous dégradez la précision dans vos calculs, vous avez un volume de transfert mémoire qui est réduit parce que vous avez besoin de moins de données pour représenter vos données. Et l'unité de traitement, généralement, est plus efficace parce qu'elle peut faire plus d'opérations dans cette arithmétique dégradée en utilisant le même hardware. Voilà, donc là je suis en arithmétique 64. Donc ça c'est en gros, je répète, ça c'est le moteur. Donc ça c'est la façon dont, si vous regardez le prospectif d'un processeur, vous pouvez calculer la puissance théorique qui vous sera vendue par le constructeur. Donc ça c'est le moteur. Derrière, il faut aller chercher la donnée en mémoire. La donnée en mémoire, on va dire qu'elle passe essentiellement par un bus, donc le fil de cuivre qui relie votre processeur à votre mémoire. Donc le bus, on va parler de ses caractéristiques en regardant ce qu'on appelle la largeur de bande du bus.
Donc vous allez chercher des 0 et des 1, vous allez chercher des bits. Et donc en fait, vous allez avoir plusieurs fils qui vous permettent d'acheminer simultanément ces 0 et des 1 qui correspondent à des parties différentes de vos réels, de représentations binaires de vos données. D'accord ? Et donc, ces fils que vous allez interroger périodiquement, qui vont contenir des 0 et des 1 qui correspondent à la représentation binaire de vos données, vous allez venir les lire, là encore, à une certaine fréquence. Et donc, c'est ce qu'on appelle la fréquence du bus, la vitesse du bus. D'accord ? Et donc, le débit mémoire sur un bus, eh bien, il va être calculé de façon assez immédiate en regardant le nombre de fils simultanés sur lesquels vous pouvez récupérer des 0 et des 1, donc il a la largeur de bus, que multiplie la fréquence à laquelle vous pouvez venir interroger ces fils. Donc il a la fréquence à laquelle sont cadencées les lectures sur le bus. Donc si on regarde pareil sur les processeurs qui étaient à base de Pentium, les machines qui étaient construites à partir de ça, on avait des bus qui étaient de largeur 32 bits, ce qui veut dire qu'en un temps de cycle, on pouvait lire un réel sans précision. Et puis ces 32 fils, on pouvait les interroger avec une fréquence de 133 MHz. Donc ça vous dit que vous pouviez lire 532 mégaoctets par seconde. Mais ces octets, j'en ai besoin de 8 pour faire un réel double précision. Donc, je suis capable de récupérer 66 millions de mots, donc de réelle double précision par seconde. Okay, donc, de là à là, je dis juste par 8, parce que j'ai 8 octets pour faire un réel double précision. Donc, ça, c'était sur Intel. AMD, ils avaient eu un bus qui était deux fois plus large. Donc, évidemment, on va récupérer 2 fois plus de données. Donc, là, on récupère 133 millions. Et puis IBM, ce qu'ils avaient fait, ils avaient fait même jeu que précédemment, ils avaient sophistiqué le réseau en mettant un réseau de largeur 128 bits. Et puis ils avaient réduit la fréquence parce que là aussi ça chauffe. Et du coup, ils avaient un réseau avec un débit de 1 giga 6 qui revient à avoir en gros 200 mégas double précision par seconde. D'accord ? Donc en gros, ça c'est la vitesse à laquelle les données vont transiter entre la mémoire et le processeur. Ok, vous êtes d'accord avec le calcul, et puis les formules sont relativement simples. Enfin, c'est une modélisation qui est extrêmement simple. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on veut faire des opérations flottantes avec ces machines-là. Donc si on s'intéresse à une opération qui est toute bête, qui est toujours la même, qui est un produit scalaire. Alors le produit scalaire, je ne sais pas comment vous le notez, vous. Le produit scalaire entre deux vecteurs, alors peut-être que j'aurais dû le dire en préalable. La transposition, vous la notez comme ça, vous la notez à la francophone en mettant un T minuscule devant l'objet qu'on veut transposer. Ça, c'est plutôt les notations anglo-saxonnes, mais qui maintenant sont généralisées. Vous avez vu comment, vous, les transpositions, avec le petit T ou grand T? Ça, on les comprend bien aussi. Ok, d'accord. Bon, donc là, je vais prendre la transposition avec un T majuscule derrière l'objet à transposer. Hein. Donc ce truc-là, le alpha, c'est juste un produit scalaire. D'accord ? Ça, c'est le produit scalaire entre vecteur X et vecteur Y. Lorsque je fais un produit scalaire et que je décompose la façon dont je le calcule, chaque fois que j'accède à deux données, donc XI et YI, combien d'opérations flottantes je fais lorsque j'accède et que j'ai à ma disposition XI et YI. Eh bien, en fait, je peux faire deux opérations flottantes. La première qui va être le produit XI fois YI, et puis ensuite, j'ai l'opération de somme qui vient accumuler ce produit partiel dans le résultat alpha. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que chaque fois que j'accède à deux opérandes, je suis capable de faire deux flops. On est d'accord là-dessus ? Maintenant, on est d'accord ? Pas de réponse vaut pour accord. Oui. Donc maintenant, si je suis sur le Pentium là, et que je dis je veux faire mon produit scalaire en utilisant le processeur à sa capacité calculatoire maximale qui est 850 mégaflops. Puisque je veux faire deux flops par temps de cycle, ça veut dire qu'il faut que je sois capable d'accéder à deux opérandes par temps de cycle aussi. Et donc ça voudrait dire qu'il me faudrait une bande passante sur mon bus qui soit de 850 méga word au sens double précision. Et ce 850 méga flotte, il faut le comparer à ce que donne le réseau qui est de 66.
Donc là, j'ai un ratio d'un facteur 10 entre ce dont j'aurais besoin en termes de débit réseau et de débit mémoire sur ce processeur-là pour tirer pleinement parti de la capacité calculatoire du processeur qui équipe ma machine. D'accord? Donc là, on a un petit goulot d'étranglement qui commence à apparaître. C'est une opération de base qui est vraiment extrêmement simple puisque c'est juste un produit scalaire. Si maintenant je vais faire une opération qui est à peine plus sophistiquée, je veux calculer une combinaison linéaire entre des vecteurs. Donc ça, c'est une opération qui s'appelle dans le jargon du BLAS, un SAXPI, c'est une combinaison linéaire de vecteurs. Donc maintenant, j'ai besoin d'accéder à 3 opérandes. Alors ici, je suppose que le alpha, c'est la même hypothèse que j'ai faite précédemment. Le alpha, c'est juste un scalaire. Donc je suppose que ce scalaire-là, je vais pouvoir le garder dans un registre de mon processeur. Ça, je ne sais pas si vous avez fait un petit peu d'architecture. Vous savez que les processeurs, il y a aussi proche des unités de traitement. On a des registres pour stocker les résultats intermédiaires. Vous avez déjà fait un peu d'assembleur ou jamais? Code assembleur. Bon, tant mieux pour vous. C'est un truc qui est relativement pénible, mais bon. Donc vous avez besoin de gérer de façon assez fine des registres qui sont juste des emplacements de mémoire qui sont disponibles en nombre limité près du processeur. Et donc là, on fait l'hypothèse que lorsqu'on a un scalaire, lui reste sur le processeur dans un registre du processeur. D'accord. Donc le alpha, je suppose qu'il ne me coûte rien en termes d'accès mémoire. Par contre, lorsque j'ai besoin pour faire calculer composante à composante cette combinaison linéaire, j'ai besoin d'accéder à la composante i du vecteur x qui va intervenir dans cette somme, la composante i du vecteur y, donc j'ai besoin de ces 2 opérandes-là, et puis j'ai besoin d'aller écrire le résultat en mémoire qui est le y qui résulte de cette combinaison linéaire des composantes en question. Donc j'ai besoin d'avoir 3 accès de mémoire. D'accord? Et ces 3 accès de mémoire, en faisant ces 3 accès de mémoire, je continue à ne toujours faire que 2 opérations flottantes qui sont la somme qui est ici, et puis le produit, la multiplication entre alpha et la composante de x. Donc ici, j'ai besoin de faire 3 accès mémoire pour faire 2 opérations flottantes. Et donc, si je veux utiliser toujours mon Pentium avec pleine capacité calculatoire, mais il faudrait que j'accède à la mémoire avec un rapport 1,5. Et donc, j'aurais besoin d'avoir un débit mémoire qui soit de 1275 mégas millions de flottants par seconde. Vous voyez, qui est toujours à comparer au 66 qui est ici. Donc là, maintenant, j'ai un facteur 20. J'ai pris une opération qui est à peine plus sophistiquée. Je suis passé d'un facteur 10 à un facteur 20. Donc là, clairement, on a une Ferrari en termes de calcul. Et on a une route toute pourrie pour la faire rouler. Donc on ne peut pas la faire rouler à pleine puissance. Et donc ça nécessitait un développement technologique pour essayer de contourner ce problème-là. Et sachant qu'en plus, si on regardait l'évolution de la technologie mémoire et de la technologie processeur, le facteur 1,5 sur l'accroissement de performance, il était essentiellement lié à la technologie processeur, et que ce qui se passait au niveau de la mémoire, c'était bien pire. Là, on avait un doublement de la puissance beaucoup plus lente. Et donc, on avait un gap qui intervenait, qui ne faisait que s'accroître au cours du temps. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on aimerait avoir d'un point de vue mémoire, et surtout que si on veut augmenter la puissance effective de calcul d'un ordinateur, eh bien, il faut essentiellement s'attacher à améliorer à la façon dont l'unité de calcul va accéder aux données. Et donc, la performance principale d'un calculateur va dépendre essentiellement en sa capacité à donner accès aux données, aux unités de traitement. Parce que ce qu'on aimerait d'un point de vue logique, c'est avoir une mémoire où on va stocker les données qu'on manipule qui soit de taille infinie, d'accord, pour pouvoir stocker tout ce que je veux. Donc ça, c'est partiellement fait avec les mécanismes de mémoire virtuelle, sauf que mémoire virtuelle, ça veut dire écrire sur le disque, et donc ça, c'est extrêmement cher. Et puis idéalement, puisqu'on est capable de faire aujourd'hui une opération par temps de cycle, eh bien, on aimerait pouvoir accéder aux données aussi à un temps de cycle. Et ça, c'est juste pas possible parce que technologiquement, on ne peut pas le faire. Et donc, s'il faut retenir qu'une seule chose pour tout ce que j'ai raconté depuis le début de ce cours, c'est qu'aujourd'hui, sur les calculateurs et pour les technologies qu'on utilise,
eh bien la performance réelle calculatoire ne dépend pas de l'unité de calcul du processeur, mais dépend essentiellement de son organisation mémoire et de la capacité que va avoir la mémoire à alimenter en opérande les unités de calcul. Donc ça, pour vous réveiller juste avant la pause, c'est le niveau de question qui peut tomber à l'examen. Donc vous voyez que ce n'est pas super sophistiqué, mais ça c'est vraiment critique. Enfin, je pense que pour quelqu'un qui un jour doit faire du calcul, ça, il faut vraiment que vous ayez conscience du fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le processeur qui limite la puissance de calcul, mais c'est vraiment l'organisation mémoire dont on va parler un petit peu plus tard dans le cours. Bon, vu que je vous avais mangé 8 minutes à la première pause, je vous en rends que 4 et je vous lâche maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après les questions, vous pourrez aussi les poser en TP-TD, hein, mais là on est en mode distanciel, c'est pas top. Pour autant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, c'est plus simple de poser une question en distanciel que de poser une question si vous êtes près du radiateur au fond, en présentiel. Des questions ou pas? Non. Bon, bah donc très bien. Bonne fin de journée. On se revoit plus tard dans la semaine. Je crois jeudi et vendredi. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et puis on se revoit entre guillemets en fin de semaine. Merci.